Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des janissaires. Ils constituent l'élite de l'armée ottomane, également les plus intrigants de l'Empire ottoman. Enfants chrétiens, élevés et convertis, esclaves, mais aussi acteurs majeurs de l'Empire ottoman, pétris d'un fort esprit de corps tout en exaltant le combat individuel. Les janissaires constituent une garde d'élite. La rigidité de ce système de caste va entraîner leur perte. Vous voulez en savoir plus sur les janissaires? Venez avec moi. Surprenant aux yeux d'un occidental pour lequel le fait de porter des armes est depuis l'Antiquité grecque au moins associé au statut d'homme libre, voire souverain. Cette particularité n'a rien d'étonnant dans le monde oriental et en particulier musulman. On y relève en effet plusieurs exemples de troupes au statut servile, notamment les Mamelouks d'Égypte. Dans ces terres civilisationnelles, à l'inverse des Occidentaux, le statut d'esclave n'est pas toujours associé à quelque chose d'infamant. Il est juste un serviteur non libre et qui, par exemple, n'aura longtemps pas le droit de se marier. Si certains esclaves dans le monde musulman vivent dans des conditions terribles et sont quotidiennement maltraités, d'autres peuvent parvenir à des fonctions très élevées dans l'appareil d'État. C'est le cas d'une bonne partie des grands vizirs ottomans. Et entre ces deux extrêmes, il existe encore de nombreuses catégories d'esclaves, parmi lesquelles les janissaires. Le corps des janissaires est créé vers le milieu du XIVe siècle. Les historiens ne s'accordent pas toujours sur une date précise, c'est-à-dire au début du grand processus d'expansion de l'Empire ottoman, en particulier en direction des Balkans et aux dépens des royaumes orthodoxes de la région, notamment serbes, et de ce qui restait des vestiges de l'Empire byzantin. C'est à ce moment que les Ottomans effectuent une véritable conversion stratégique. Ce peuple nomade, originaire des grandes plaines d'Asie centrale, se sédentarise, régnant sur des nations sédentaires regroupées dans un empire. Cette mutation de mode de vie a des incidences militaires. Si leur tradition d'excellents cavaliers leur permet de dominer la steppe, elles deviennent insuffisantes tant stratégiquement que tactiquement dès qu'il s'agit de conquérir et conserver durablement des territoires. Comme partout ailleurs en Europe, alors les Ottomans ressentent le besoin d'une infanterie authentique, puissante et fiable, ce qui n'était pas toujours le cas des mercenaires parfois utilisés par le passé. Comme pour marquer le fait que les Ottomans entendent assurer à tout égard la succession de Byzance, ces nouveaux fantassins sont recrutés parmi les peuples dorénavant intégrés au nouvel empire. Avec une particularité étonnante, ces soldats, sur lesquels l'empire naissant va fonder sa puissance, sont des esclaves. Ce statut trouve son origine dans le fait que les janissaires sont recrutés soit parmi les prisonniers capturés à la bataille ou dans des raids, soit selon le système du dit Chermé. Chaque année, plusieurs milliers d'enfants chrétiens âgés de 10 à 15 ans sont retirés à leur famille, principalement dans les Balkans, le Caucase ou les steppes russo-ukrainiennes. Ils sont ensuite emmenés dans des casernes spéciales à Constantinople pour y faire l'apprentissage du métier des armes et être convertis à l'islam. Ce dernier point représente d'ailleurs un véritable tour de passe-passe du point de vue du dogme religieux, car un musulman ne peut être esclave, seule leur origine chrétienne les y autorise. En outre, le corps des janissaires est étroitement lié à une secte religieuse, les Bektachis, et son chef suprême Laga est un membre. Chose curieuse, cette secte soufie, dont mystérieux et ésotérique, est proche du chiisme, alors que le sultan ottoman est le plus grand dirigeant sunnite du monde à cette époque. Ce parrainage des janissaires par cet ordre religieux répond à une double fonction, leur inculquer le sens de la justice, de la morale et de la solidarité, un authentique esprit de corps, mais aussi faire office de pédagogue dans l'apprentissage de leur métier de soldat, car les Belkakish en ont pour spécialité d'organiser les métiers du commerce et de l'artisanat. Ils peuvent ainsi être considérés comme une sorte de corporation. Preuve de plus qu'à travers les âges et les continents, des fonctions militaires sont souvent liées à des fonctions professionnelles dans le monde civil de la production. Naturellement, cet esprit de corps est renforcé par la proximité tant fonctionnelle que physique avec le sultan, sous les ordres directs duquel ils sont placés, dont ils constituent l'une des unités de la garde rapprochée. En campagne et jusque sur le champ de bataille, les janissaires ne tardent pas à prendre conscience, à travers le prestige et les honneurs qui leur sont attachés, de leur place dans l'État. Leur rôle ne cesse de croître, chargés de fonctions de police, voire de pompiers dans la capitale impériale.
Ils s'octroient ainsi le droit de protéger les minorités comme les chrétiens et les juifs de la fureur populaire musulmane. Jaloux de leurs privilèges, les janissaires finissent par intervenir directement dans le fonctionnement du sultanat, en faisant connaître bruyamment leurs préférences, notamment durant les interrègnes, et quant au choix des candidats à la succession d'un sultan défunt. Ce rôle politique capital ne doit pas faire oublier l'essentiel. Les janissaires, en dépit de leurs vêtements rutilants, ne sont pas des figurants pour un opéra. Dès leur incorporation, ils passent pratiquement tout leur temps à s'entraîner au maniement des armes. L'arc composite à double courbure, tout d'abord héritage direct des steppes, dont leurs maîtres étaient les héritiers, mais également le sabre, la masse d'armes, la hache et plus rarement des armes d'ast comme les halbardes. Les armes d'ast intègrent une pointe et ou une lance au bout d'un long manche. Elles se manient de taille, tranchant ou des stocks, la pointe, mais ne sont pas lancées. Cependant, les janissaires n'utiliseront jamais la pique à la façon des fantassins occidentaux, à l'image des tertiaux, arme dont la longueur est telle qu'elle imposait le mouvement coordonné des hommes et une sorte de super-organisme. L'idée même de se battre comme des automates va en effet à l'encontre de tous les principes de leur conception du courage guerrier. En revanche, les janissaires adoptent l'arme à feu individuelle dès la fin du XVe siècle. Tant et si bien que dans les premières décennies du XVIe siècle, ils comptent dans leur rang une proportion de tireurs plus importante qu'au sein de n'importe quelle armée occidentale. Là encore, cette conversion n'est pas si étonnante. L'arquebuse s'inscrit en effet dans la continuité de l'arc composite, en particulier quant à la tactique d'emploi privilégiant le tir de précision à la saturation. Les arquebuses employées par les janissaires sont d'ailleurs parfaitement adaptées à cet usage. Longues et lourdes, elles sont redoutablement précises, selon les standards de l'époque naturellement, mais se prêtent peu au feu de slave. Un emploi coordonné que les janissaires qui refusent, on l'a vu, l'entraînement collectif ou l'ordre serré à l'occidental seraient incapables de pratiquer. Leurs troupes constituent plus un agrégat de snipers qu'un collectif authentique délivrant un feu de masse. Ce système individualiste montre progressivement ses limites face aux fantassins occidentaux. Ces derniers perfectionnent et complexifient en effet leur dispositif tactique en adoptant un ordre mixte, pique et arquebuse, puis mousquet, en outre bien plus manœuvrant que celui des janissaires. C'est probablement la raison pour laquelle le sultan Soleiman le Magnifique, qui semble avoir pris conscience de cette faiblesse, cherche dans les années 1530 à débaucher comme instructeurs des capitaines français en Italie du Nord, ainsi que le rapporte le mémorialiste Brantôme. Soleiman Ier, surnommé le Magnifique par les Occidentaux et le législateur par les Ottomans, dirige l'Empire ottoman au fait de sa puissance. Brillant politique et juriste, il refonde le système légal de l'Empire ottoman. Il est également un excellent militaire qui s'empare de la Hongrie, de Belgrade et de Rhodes. Et diplomate, il scelle avec François Ier une alliance contre Charles Quint. Il ne faut pas exagérer cependant l'importance de cet apport. Bizarrement, malgré la présence de dizaines de milliers de vétérans européens au sein des principales armées musulmanes en Méditerranée, on ne trouve aucune trace de leurs influences. Des barrières culturelles infranchissables semblent avoir bloqué toute évolution, même désirée. Conclusion corroborée par le témoignage des experts européens recrutés au XVIIe et XIXe siècle pour réformer l'armée ottomane qui déplore la quasi-impossibilité d'imposer des changements allant à l'encontre des pratiques traditionnelles. Si les Ottomans prennent d'abord une certaine avance par rapport aux Occidentaux dans la grande mutation militaire, ils ne se donnent jamais les moyens d'en suivre le développement qui se succède à une cadence soutenue. Pour autant, les janissaires tiennent plus que leur rang pendant 3 siècles, grâce à une tactique bien rodée. Ils sont toujours placés au centre d'un dispositif de bataille organisé autour d'eux. Les autres formations, y compris la cavalerie, ont pour tâche non seulement de protéger les janissaires, en particulier sur les flancs, mais de manœuvrer l'ennemi pour les contraindre à les attaquer de front. Les fantassins d'élite constituent de cette sorte un roc inébranlable à la puissance défensive. Terrifiant, organisant sur 3 rangées de tireurs et généralement protégés soit par des fortifications de campagne, soit par des wagons et des chariots portant à l'occasion de l'artillerie légère. Ce bloc central des janissaires constitue donc une véritable forteresse du champ de bataille. Pour le meilleur et pour le pire cependant, car cette imposante construction est à peu près incapable de manœuvrer une fois déployée.
Face à un adversaire organisé et déterminé, son système de feu devient, en fin de compte, inefficace. Et la forteresse finit alors par être enlevée, comme c'est de plus en plus le cas à partir du XVIIe siècle contre les Occidentaux. Évoquer les batailles où se sont illustrés les janissaires, c'est évoquer toutes les plus grandes heures de gloire de l'Empire ottoman, du XIVe au XVIIe siècle, dès la bataille de Nicopolis en 1396 dans l'actuelle Bulgarie. Ils font forte impression sur leurs adversaires croisés, qui se sont écrasés après que la charge des chevaliers occidentaux se fut brisée sur le dispositif défensif des janissaires. Le même sort attendra les derniers croisés de Varna en 1444, puis les Hongrois à Mohacs en 1526. Mais les Ottomans finiront par être écrasés à la bataille de Saint-Godard en 1664 dans la Hongrie actuelle. Enfin, comment ne pas mentionner les nombreux sièges au cours desquels ils se sont distingués, de Constantinople en 1453 à Candie en Crète de 1648 à 1669, 21 ans, le plus long siège de l'histoire, en passant par les deux sièges de Vienne en 1529, 1683 et des deux de Rhodes, Chypre et Malte. Attention toutefois à ne pas limiter la portée tactique des janissaires à la seule bataille rangée. Leur polyvalence fait merveille dans des armées ottomanes où s'équilibrent la tradition nomade et les innovations du multiculturalisme ottoman. Ils brillent dans l'art de l'escarmouche, mènent ou soutiennent des sièges, combattent sur le pont des navires comme janissaires de marine et manient même la pelle et la pioche du sapeur. Cette dernière caractéristique combinée à l'aptitude aux marches forcées leur confère même pendant longtemps une véritable avance stratégique sur les armées occidentales et démontrent aussi leur capacité d'innovation. Les janissaires sont en effet les premiers à creuser de savants réseaux de tranchées en zigzag pour approcher en sécurité les fortifications ennemies, apportant au passage un argument supplémentaire en faveur de la thèse qui présente les fantassins sapeurs comme les meilleurs de leur genre. Nés avec l'Empire ottoman, les janissaires vont dépérir avec lui, alors qu'ils basculent à la fin du XVIIe siècle dans une posture stratégique défensive, affectés dans des fonctions statiques et ruineuses de morale comme la garde sans fin des forteresses frontalières. Les anciens soldats d'élite déclinent, tout comme s'érodent les fondations de leur esprit de corps. Au fil du temps, le défi armé disparaît, le recrutement est assuré désormais chez les Ottomans. Puis ils obtiennent l'autorisation d'exercer des métiers civils à côté de leur activité militaire, et même de se marier et avoir des enfants. Cette normalisation progressive n'a rien de nuisible. L'ennui est que les janissaires ne renoncent pas en parallèle à leurs privilèges que plus rien ne justifie, tandis que la corruption s'installe dans les rangs. Leur indiscipline, depuis longtemps proverbiale et redoutée, autrefois compensée par la fidélité au sultan et l'efficacité guerrière, devient de plus en plus une manifestation de caprice et de revendication corporatiste. Cette arrogance est d'autant plus insupportable que la qualité militaire décline à partir de la fin du XVIIe siècle. Les janissaires refusent l'innovation militaire, technique ou tactique, et leur art fossilisé n'est plus qu'au XVIIIe siècle qu'une parodie de la splendeur passée. Les janissaires creusent lentement mais sûrement leur propre tombe. L'heure de la fin sonne brusquement le 16 juin 1826, lorsque le sultan Mahmoud II a commencé à former une nouvelle armée sur le modèle européen. Les janissaires se sont mutinés, comme souvent en cas de changement, et ont combattu dans les rues de la capitale ottomane. Mais les nouveaux soldats, militairement supérieurs, ont chargé, forçant les janissaires à se replier dans leurs casernes. Irrité par leur révolte incessante, le sultan Mahmoud II lance contre les anciens membres de sa garde personnelle les autres formations de l'armée, ainsi que la populace, chauffée à blanc par des oulémas prompts à traquer l'hérésie. Massacrés au canon, brûlés vifs dans leurs casernes, égorgés dans les artères de Constantinople, 8000 janissaires perdent la vie dans cette nuit des longs couteaux avant l'heure. Pendant la nuit des longs couteaux du 29 au 30 juin 1934, Adolf Hitler fait massacrer par ses SS les chefs des sections d'assaut du parti nazi, dont le populisme socialisant le gène. Parmi les rescapés, certains sont fusillés dans les semaines qui suivent. D'autres janissaires plus heureux sont seulement bannis. Au total, 120 000 janissaires disparaissent dans cette purge effarante. Seules quelques dizaines survivent à Alger, à leur protectorat ottoman.
En 1830, les troupes françaises qui s'emparent de la ville affrontent les tout derniers d'entre eux. Ils tombent les armes à la main, dernier vestige d'une tradition 5 fois séculaire, hein. Comme on l'a vu, les janissaires formaient un ordre militaire très puissant, composé d'esclaves d'origine européenne et initialement de confession chrétienne, avant leur conversion, constituant l'élite de l'infanterie de l'armée ottomane à l'apogée de l'Empire ottoman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.